Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de l'érable approfondi. Aujourd'hui, nous traitons l'information en 4 sections. Un bulletin de nouvelles régionales, l'exploitation agricole et commerciale de la citrouille, l'exposition de photographies d'un geste à l'amitié, reflet d'une communauté inclusive et la semaine de l'action communautaire autonome. Le bulletin de nouvelles est présenté par notre journaliste Lydia Jacques, avec 3 nouvelles de la MRC de l'érable. Notre chroniqueur agricole Yves Charlebois nous informe sur la production de citrouilles et les records mondiaux de ce légume, au temps de l'Halloween. La TVC s'est déplacée jeudi, le 8 septembre 2022, à la salle Denise-Chartier de la Maison créative et rurale Armand Vaillancourt de Plessisville pour l'exposition d'un geste à l'amitié de la photographe Isabelle Deblois. L'exposition est vue par Madame Deblois comme une démarche culturelle qui témoigne d'amitié interculturelle entre de nouveaux arrivants et des gens de la communauté d'accueil dans la région de la MRC de l'érable. La présentation de l'exposition a été organisée par la MRC de l'érable et l'organisme Impact Emploi de l'érable. Le dernier sujet de l'émission s'occupe de la semaine de l'action communautaire autonome, dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Cette année, c'est la semaine entre le 17 et le 24 octobre. L'action communautaire autonome est un mouvement né dans la société civile. C'est un mouvement créé à l'initiative des citoyens et citoyennes ou des communautés qui cherchent la justice sociale et climatique. C'est une prise en charge individuelle et collective visant la transformation des conditions de vie et le respect des droits. Commençons maintenant par notre bulletin de nouvelles de la semaine. Voici vos nouvelles locales et régionales. En manchette, une première nuit pour des sans-abri pour l'érable et campagne de sensibilisation de droit devant érable. Le bulletin commence maintenant. Une première nuit des sans-abri maintenant pour l'érable. En effet, il s'agit d'une première édition dont le but est de sensibiliser la population à l'itinérance cachée, celle qui est présente sur notre territoire. Cet événement est prévu pour le 21 octobre prochain sous forme de soirée autour d'un feu au carrefour de l'érable dès 19h. La nuit des sans-abri est un événement provincial qui en est à sa 33e édition. Nathalie Turgeon, qui est responsable du service aux membres, mentionne que l'itinérance dans l'érable est peu remarquée par la population. Et la directrice générale adjointe d'Impact Emploi de l'érable dit que cet événement est essentiel pour sensibiliser et aussi pour ouvrir des portes pour améliorer la situation. Notons que Impact Emploi de l'érable est un centre conseil en emploi. Dans un même ordre d'idées, Droit devant érable organise également. C'est une campagne de sensibilisation sur les différents visages de la pauvreté. C'est une rencontre qui aura lieu le mercredi 26 octobre de 10h à 15h. Le dîner offert gratuitement pour les personnes inscrites et présentes au centre communautaire de Plessisville. Le thème de la rencontre est droit de parole. Il s'agit d'une activité surtout d'échange et par la suite, les informations recueillies seront soumises aux décideurs politiques, économiques et sociaux afin de poursuivre évidemment une réflexion sur ce sujet. Le transport et services de garde d'enfants sont d'ailleurs gratuits et d'autres détails ainsi que l'inscription, entre autres, vous seront fournis auprès de Droit devant érable. 819-362-0066. Enfin, dans le monde du sport, un spectacle bénéfice d'humour est organisé à Plessisville pour une 10e édition pour les organismes sportifs de la région, Deck Hockey Plessisville, le club de hockey V-Boutin Junior 2A et les pionniers de la polyvalente La Samare. Il ne reste que quelques centaines de billets pour le spectacle d'humour La Route du Rire avec Mario Jean, Réal Bélan, Jean-Claude Gélina, Sylvie Tourigny. Le comité organisateur mentionne que le show de 90 minutes aura lieu à 20h30. C'est prévu pour le 19 mai 2023 à l'amphithéâtre Léopold Boutin de Plessisville. C'est le temps maintenant de traiter un aspect de la saison de l'Halloween. Notre chroniqueur agricole Yves Charlebois nous explique l'exploitation agricole et commerciale de la citrouille.
Très bientôt, on sera le 31 octobre, ce qui veut dire que plusieurs vont fêter la fête de l'Halloween. Mais ce qui nous amène dans le cadre de l'émission, et surtout pour notre chronique agricole, c'est de parler de l'exploitation agricole, donc l'exploitation de la citrouille. Et pour ce faire, on reçoit Yves Charlebois, qui adore la citrouille, et à la fin de l'émission, il aura l'occasion de nous donner sa recette aussi pour faire un mets à la citrouille. Je vous en dis pas davantage, j'en sais pas plus. Yves Charlebois, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Yves Charlebois, c'était vraiment important là, de parler de la citrouille. Ben, on est à la veille de l'Halloween, donc je vais vous en parler. Et c'est une culture, parce que l'Halloween s'est rendu une fête plus importante en termes d'investissement de décor que la fête de Noël maintenant. C'est rendu c'est nord-américain, c'est extrêmement. Et là, ben une tradition. Ouais, c'est une tradition. Ça, oui. Et la citrouille, c'est un curcubitacé. Oui. La même famille que des courges, etc. et des concombres. Ça fait partie de la même famille. C'est ça. Donc, quand on parle de la citrouille, en même temps, on peut dire que c'est similaire un peu au concombre, aux courges. Ben, c'est de la même famille, là, des curcubitacées. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, cette magie de la citrouille, parce que c'est un légume ou un fruit? C'est un légume. C'est un légume, ouais. C'est en plein ça. Et quand on parle donc de la citrouille, je sais que ça a de très bons nutriments, oui. C'est très nutritif, mais vous m'avez donné des tableaux, des chiffres. Quand on dit qu'on décide de se lancer et faire la culture de la citrouille, c'est rentable. Ben oui, peut-être que les gens, c'est pas leur production principale, ça dépend des fermes. Là. Ici, dans la région du centre du Québec, on a 41 producteurs de citrouilles. Localement, je donne un exemple, à Notre-Dame-de-Lourdes, il y a la ferme du Vieux Jack qui cultive des citrouilles en grande quantité, mais il y en a plusieurs autres. Il y en a que c'est pas nécessairement inscrit au ministère de l'Agriculture. C'est des gens qui vont cultiver un petit lopin de rien du tout, puis ils font une vente à travers des amis puis des voisins. OK. Donc, ça sert de seconde culture. Oui, c'est ça. Ça dépend pour qui. Il y en a que c'est des immenses champs, mais c'est ça. OK. Dans le cas de Jack, c'est quoi la je peux pas parler pour lui, mais okay. Probablement c'est un revenu d'appoint. C'est un revenu d'appoint. OK. Ouais. Et quand on dit que c'est lucratif, c'est sûr qu'on transforme la citrouille. Ça peut même servir de décoration. On peut peut-être parler de la fête. D'abord et avant tout, les gens achètent des citrouilles comme décoration. On vide la citrouille, on met une lampe dedans, une bougie ou des choses comme ça. Des fois, on prend une citrouille orange puis on va la peindre blanc. Il y a plein de choses que les gens font. Hein? On se la met sur la tête. Ouais, ou ça peut arriver, ouais, etc. Mais c'est énormément pour les décorations, mais ce légume-là est comestible, il n'y a pas de problème. Oui, et il se conserve. C'est la conservation qui est agréable aussi. Oui, vous pouvez très simplement couper des cubes de citrouille et ça se congèle très, très bien. Ça peut se conserver pendant une année. Puis quand vous voulez utiliser pour faire un gâteau, une tarte, ou etc., ça se fait. L'ensemble de la production canadienne s'est vendu à 92% à l'état frais. Ben, ça se conserve. Ça peut se conserver 2-3 mois, une citrouille, ça gèle pas, là. Mais c'est à l'état frais, puis il y a 8% qui va à la transformation. Par exemple, si vous allez à l'épicerie, il y a vous pouvez acheter des conserves de citrouille pour faire une tarte, etc. Oui. Vous avez quand même des statistiques avec des tableaux, hein? Oui, effectivement. Qui donnent des chiffres, là. Si on regarde parmi les provinces dans le Canada, où on retrouve le plus de citrouilles, est-ce qu'on y va par la forme, la plus grosse citrouille, ou par la quantité quand on parle de citrouille? Probablement, c'est les provinces atlantiques là, où on en cultive le plus, et peut-être dans l'Ouest canadien. Au Québec, l'endroit où on en cultive le plus, c'est dans la région de la Capitale-Nationale. C'est-à-dire, non, en Montérégie, on en cultive, il y a 179 producteurs de citrouilles en Montérégie. OK. Et pour le centre du Québec, on parle de 33. Oui, si c'est ça. À votre tableau que vous m'avez donné. C'est ça. OK. Alors ça, ces statistiques-là, pour les gens qui veulent s'informer, on trouve ça un peu partout? Oui, c'est sur Bioclip du ministère de l'Agriculture. Parfait. Puis si on regarde ce tableau-ci, oui. Donc c'est vraiment, on peut voir que est-ce qu'on peut dire que c'est l'Ontario? C'est l'ensemble du Canada. Et depuis les 10-15 dernières années, la production de citrouilles au Canada a quadruplé. Parce que on aime ça d'avoir plusieurs citrouilles, puis etc. Et ça se vend allègrement parce que les décorations d'Halloween, on sait plus là où se lancer pour en avoir plus. Avant ça, on se mettait juste une petite citrouille en avant de la maison, puis des fois
les gens en ont 15-20 sur leur galerie. Parfait. Et qu'est-ce qui fait cette grande popularité de la citrouille? Oui, il y a les fêtes, mais c'est le bon goût aussi. Oui, c'est bon pour la consommation, mais également, ça coûte rien, une citrouille. C'est ça. De 3, 4, 5 $ puis vous en avez une. Puis des fois, il y a des rabais que vous avez à la veille de l'Halloween, etc. Des gens se gênent pas pour en avoir plusieurs à la maison à ce moment-là. Oui, et ce qui est intéressant, il n'y a pas juste la citrouille, il y a les graines aussi. Oui, c'est ça. Quand vous videz votre citrouille, les graines, vous les mettez dans un endroit chaud comme le four à basse température. Et une fois séché, c'est comestible comme des noix, là. Parfait. Et ce qui est plaisant, je mets la citrouille, mais je peux mettre les courges et courgettes, etc. C'est qu'on peut faire autant de la soupe. On peut remplacer nos pâtes aussi par des courges en faisant du spaghetti entre autres. Donc, ça va partout, là, la citrouille. Oui, c'est ça. Quand on fait des pâtes, c'est une courge spaghetti là, qu'on va utiliser là, principalement. Oui. Mais là, quand je parle de citrouille, il y a plusieurs variétés de citrouilles. Et également, il y a des potirons qui sont des citrouilles un peu plates, là, qui sont d'un plus beau orange. Quand vous faites la cuisine, si vous avez un potiron, ça fait des potages beaucoup plus orangés. Oui, on peut faire autant des desserts avec la citrouille que des mets principaux. C'est là, ça. Hein? OK. Avez-vous d'autres statistiques là, qui pourraient nous donner une évolution de la citrouille? Je sais qu'il y a des concours souvent qui sont organisés. La plus grosse citrouille. Puis racontez-moi une anecdote. Oui, très simplement, il y a dans la fin des années 90, nous étions en vacances en Nouvelle-Écosse. Et j'ai remarqué que là-bas, c'est des anglophones, des Écossais ou des Irlandais là-bas. Ils ont des belles maisons canadiennes en hauteur, avec en bois, etc. Très, très peinturées, parfait. Des balcons. Des grandes galeries. Et il y a 25, 30, 50 citrouilles, ils mettaient ça orange à la grandeur. Puis je me prenais partout, puis on était au mois de septembre, octobre. Fait que je me prenais partout, j'arrive à l'hôtel le soir à Halifax, et en regardant qu'est-ce qu'on peut faire comme patente touristique, je tombe sur un monsieur qui s'appelle Howard Deal, qui fabrique des citrouilles géantes. Ah ouais, je vais aller voir ça. Puis à l'époque, j'étais journaliste au journal La Terre de chez nous. C'est 15, ça me fait une histoire. Fait que le monsieur, il habite à Windsor, à une 60aine de kilomètres d'Halifax. Fait qu'on s'est pointé à cet endroit-là. Et il y a des champs à perte de vue de citrouilles, parce qu'il cultive des citrouilles. Et également, c'est lui qui a fait beaucoup de croisements. C'est un hybridateur. Fait qu'il a fait différents croisements de citrouilles pour en avoir différentes formes, différentes couleurs, etc. Puis il a réussi à créer des semences pour produire des citrouilles géantes. Et ça s'appelle Atlantic Deal Giant. Si vous voyez des citrouilles géantes, ça vient de cette lignée-là. Vous achetez ça chez n'importe quel semencier au Canada ou à travers le monde. Et Monsieur Deal, qui est décédé maintenant, mais probablement sa succession, ont des redevances à chaque fois que vous achetez des semences. Imagine. Et à la ferme, ils vendent à la fois des citrouilles, évidemment, dans le temps, et aussi la gamme complète des semences de citrouilles que vous pouvez pas imaginer. Ils ont tout ça à cet endroit. Mais les dimensions, parce que souvent, on veut battre des records Guinness. Oui, c'est ça. Le record de la plus grosse citrouille, là, à moins de me tromper, j'ai vu ça ce matin, c'est 2500 livres. La citrouille géante. Monsieur D a commercialisé son produit en 1979, ou 78-79. C'est là qu'il a fait breveter son affaire. Et là, il a cultivé sa première citrouille qui pesait peut-être 300-400 livres, je me souviens pas trop. Et là, c'est des photos dans les journaux, etc. Et ça a fait le tour du monde. À un point tel qu'il y a des concours de la plus grosse citrouille au monde partout. Il y en a au Japon, il y en a aux États-Unis, ça n'arrête pas, il y en a en Europe, etc. Partout où on peut cultiver ce légume, on s'amuse à faire ça. Je sais qu'ici, tout près à Bécancour-Nicolet, là, on s'amuse à cultiver des grosses citrouilles. On les vide, puis on s'en sert pour faire des courses de bateaux sur la rivière Bécancour. On fait des bateaux avec des citrouilles. On peut dire que c'est un produit biodégradable et recyclable. Oui. Mais ceux qui font des grosses citrouilles, en tout cas, j'ai parlé avec quelques-uns, ils ont tous leurs trucs pour le faire. Puis ils disent, mangez pas ça parce qu'on avait le chimique pas mal fort des fois pour arriver à faire flotter la citrouille. En tout cas, M. D, je l'ai rencontré, il est décédé en 2008, M. Howard D. Mais la ferme continue toujours. Ils sont encore en opération. Là, probablement sa famille immédiate. Et c'est vraiment, justement, cette maison-là est de toute beauté. C'est une grosse maison blanche. Et il y avait plein de
Donc, on peut aller la visiter Oui, aussi. oui, là, c'est ça. Puis c'est une ferme où tu achètes des citrouilles, tu achètes tes semences. Il m'avait montré son scrapbook et on parlait de lui à travers le monde entier. Il y a même des astronautes de la NASA qui ont emmené des graines de grosses citrouilles dans l'espace pour faire un test. Je sais pas ce que ça a fait. Peut-être pour ça que les citrouilles ont rendu à 2000 livres. J'ai aucune idée. Peut-être ça. C'est l'effet espace. Là. Et pour les produits dérivés, là, bon, ça n'arrête pas. Là, là, vous pouvez facilement vous remplacer dans un gâteau à la courgette, vous pouvez remplacer ça par de la citrouille. Il y a des gâteaux qui se font. De la fameuse tarte à la citrouille avec la crème fouettée, c'est un classique. Quelque chose que moi j'utilise souvent, c'est vas-y avec ta recette, on est rendu là. Oui, c'est ça. Très simplement, vous prenez des cubes de citrouille, vous videz votre citrouille, enlevez les graines et tout ça, vous faites cuire le tout avec un bouillon de volaille, par exemple, avec un oignon. Et une fois que tout est bien cuit, assez mou, vous passez ça au robot mélangeur. Par la suite, vous faites un beurre manié et vous revenez avec votre liquide qui sort du robot mélangeur. Vous brassez le tout et avec un peu de crème, muscade, très peu de cannelle, passez ça au fouet et ça vous fait un merveilleux potage. Ouais. Et aussi, je reviens du côté local, OK? Dans ce sens que, là, quelques années, on avait même changé la date de l'Halloween. Oui. J'aimerais ça parlez-moi des souvenirs. Là, j'ai une affaire de fou il y a quelques années. Là. Moi, je suis maire d'une municipalité et il y a quelques années, il y avait eu une tempête. Là, puis bon, là, ça a commencé, c'était sur la rive sud. L'Halloween, c'est le 31, on s'entend. Bon, la rive sud de Montréal, la mairesse de je ne sais trop quoi, Sainte-Julie ou autre, elle dit, ça n'a pas d'allure, on n'enverra pas les enfants ce soir ou demain soir passer l'Halloween parce qu'il y a une tempête. On va remettre l'Halloween au 31. Là, la ministre des Affaires municipales arrive en plein Parlement. Oui, c'est rendu politique, là. Oui. Là, ça va en plein Parlement pour dire, là, c'est une décision des maires. Quelle est la date de l'Halloween? Et là, le premier ministre Legault qui a été dire, appelez vos maires de vos municipalités, c'est eux qui vont décider quand est-ce qu'on passe à Halloween. Fait que là, le téléphone n'arrête pas, évidemment, la terre entière me court après. Fait que moi, j'ai dit, c'est le 31. Puis eux avaient décidé que ça serait le lendemain. Fait que moi, les enfants chez nous, ils ont passé l'Halloween le 31 avec une petite pluie fine. La grosse tempête est arrivée le vendredi, c'est un jeudi soir. Le vendredi, les municipalités, il y avait Victoriaville, Thetford qui avaient changé leur date pour mettre ça le vendredi. Eux autres, ils n'ont pas eu d'Halloween. C'est en plein ça. Ceux qui ont changé la date n'ont pas eu d'Halloween. L'Halloween, c'est ça. Puis, et ce que j'ai aimé, par exemple, c'était la créativité des gens qui passent l'Halloween avec la pluie. On avait pris juste un top d'abri tempo. Oui, en puis là, toute la famille. Oui, on a vu ça. Toute la famille, ils avaient vu ça. Hein? Alors, toute la famille se promenait à l'intérieur. Puis on tenait les poteaux, tout simplement. Alors, il y avait de bonnes idées. On a bien rigolé avec ça. Fait que c'est ça. Puis là, cette année, c'est un lundi soir, l'Halloween. Fait que là, c'est le temps idéal. J'aime pas ça quand c'est fin de semaine parce que les enfants passent l'Halloween en plein jour. Mais là, l'Halloween, c'est une histoire d'horreur. Ça prend de la soirée. Et si vous êtes dans la région immédiate, on a une maison des jeunes à Saint-Ferdinand qui s'amuse beaucoup à tout décorer à l'intérieur. Les enfants mettent beaucoup de temps pour faire une maison d'horreur avec la maison des jeunes. C'est sur la rue Bernier à Saint-Ferdinand. Oui, je sais qu'on en fait aussi un peu partout là, dans la région. Chez nous, en tout cas, l'année passée, les jeunes avaient mis vraiment le paquet. Bon, en tout cas, c'est une vraie fête pour les enfants aussi. Ça. Hein? Alors, en guise de conclusion, le mot de la fin? Le mot de la fin, consommer de la citrouille, c'est un produit qui coûte presque rien et vous pouvez nourrir facilement une famille de 10 avec une citrouille qui va vous coûter 3 $. OK. Et on m'a dit que la recette de Yves Charlebois, c'était la meilleure au monde. Oh, peut-être qu'on verra. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, merci beaucoup, Yves. On se dit à la prochaine. Mais merci de nous avoir donné tous ces bons renseignements. Et ça nous donne le goût vraiment de décorer, de prendre le temps de décorer avec des citrouilles, donc l'endroit où on habite, tout simplement, pour faire cette mode, finalement, de la fête de l'Halloween. Nous faisons maintenant un résumé de l'exposition de photographie d'Isabelle Deblois sur les immigrants de la région, présentée le 8 septembre 2022 à la salle Denise Chartier de la Maison créative et rurale Armand Vaillancourt de Plessisville. L'exposition, d'un geste à l'amitié, peut être visitée jusqu'au 31 décembre 2022 au 1280 de l'avenue Trudel à Plessisville. Les enfants de la paix, les enfants de la paix, les enfants de la paix, les enfants de la paix.
civil et mon nom d'artiste est Tanti Rebecca. Et ça fait déjà 4 mois que je suis là. Je suis venue du Burkina Faso en tant qu'immigrante. Et présentement, je suis à Inverness, qui n'est pas loin de Plexus Civil, avec une amie qui s'appelle France Oula. Donc, c'est dans ce cadre que j'ai eu l'honneur d'être invitée à cette exposition photo et j'ai eu la chance aussi de faire une petite prestation. Ça veut dire chanter. Et rurale pour le vernissage de 2 expositions présentées par Impact Emploi de l'érable. Donc, du côté de la Galerie d'art, vous allez voir l'exposition d'un geste à l'amitié, reflet d'une communauté inclusive, réalisée par la photographe Isabelle Deblois. Alors, c'est un projet culturel qui est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec par le ministère de la Culture, de la MRC de l'érable et d'Impact Emploi. C'est à l'image des nombreux visages issus de la diversité culturelle de notre région. La photographie est réalisée avec 12 portraits d'amitié interculturelle et 7 portraits de familles de nouveaux arrivants dans les municipalités de Plessisville, Inverness, Lister, Saint-Pierre-Baptiste et Princeville. Il s'agissait d'une 3e collaboration avec Isabelle Deblois. Les nouveaux arrivants sont originaires du Mexique, de la Colombie, du Costa Rica, de Cuba. Ils vivent ici, ces gens-là, du Burkina Faso, du Maroc, de la Tunisie, des Philippines et du Brésil. Donc, ils ont des profils d'immigration fort variés. Souvent, ce sont des travailleurs spécialisés. Parfois, pour changer de vie, se sont emmenés ici parce qu'ils ont tombé en amour ou ils sont réfugiés. Cette expo-là a lieu jusqu'à la fin décembre, le 31 décembre, c'est ça. Alors aujourd'hui avait lieu une conférence de presse organisée par, entre autres, Impact Emploi de l'érable en collaboration avec la MRC. Et d'ailleurs, pour nous parler de ce vernissage en ce 8 septembre, je reçois la directrice donc d'Impact Emploi. Alors bonjour Marie-Claude. Bonjour Lydia. Alors Marie-Claude, vous êtes très bien accompagnée aussi par l'organisatrice ou la maître d'œuvre aussi de votre projet. La maître d'œuvre, la coordonnatrice et l'artiste. Bon, comment est née cette idée de faire un vernissage comme ça? Parce que ça a quand même une belle saveur immigrante, on pourrait dire. Oui, en fait, l'idée est venue du fait qu'on veut sensibiliser la population à l'inclusion des personnes immigrantes dans notre milieu. Puis on s'est dit, c'est une fille de l'équipe qui a eu l'idée, qui est elle-même une personne immigrante. Donc, elle s'est dit, on pourrait raconter des histoires d'amitié. Parce que c'est à partir de l'amitié, en fait, que se développe le reste, puis que les personnes ont le goût de rester ici. Puis là, ben, on a interpellé Isabelle pour un projet de photographie d'amitié. Comme ça fait déjà, on a déjà fait 2 autres expositions avant, ensemble, 2 autres projets avec des nouveaux arrivants. Là, on voulait comme rajouter, on
chercher une autre piste. Et là, on s'est assis ensemble et c'est là que Lourdes a dit, mais souvent quand on arrive, souvent il y a quelqu'un qui devient notre ange gardien, quelqu'un qui nous aide dans toutes sortes de petites difficultés du quotidien et ça aide vraiment à l'intégration. Mais c'est des choses très simples, c'est d'amener quelqu'un faire un tour d'auto pour l'amener à l'épicerie, au garage, montrer où sont les services, les amener des fois à vivre des expériences à campagne, sortir de la ville, offrir un verre de vin. Oui, l'histoire d'une dame qui voulait faire tomber en amour avec elle son voisin. Elle lui a offert quoi? Non, mais c'était pas intentionnel. Non, ils se sont croisés. L'homme du Costa Rica déménageait dans un nouvel appartement, puis il a croisé cette femme-là qui nettoyait sa moto dans le stationnement. Puis elle lui a offert de l'aide pour transporter ses boîtes. Il a dit non, ça va. Puis lui, il lui a offert de l'aide pour sa moto parce qu'il mettait une toile dessus. Et puis bref, ils ont refusé, mais finalement, son appartement n'était pas prêt à le recevoir, puis il était déçu. Alors elle a dit, je vais lui offrir un verre de vin pour changer l'humeur, puis ils sont tombés en amour. Voilà, c'est magnifique, hein? Ouais, mais des fois, ils font juste prendre des repas, là. Ils tombent pas toujours en amour, là. Mais vous avez l'air à bien connaître les personnes migrantes. C'est de longtemps, ça? C'est de loin? Non, mais l'équipe de Impact Emploi m'a beaucoup aidé à repérer les gens. Mais je les appelais, on prenait rendez-vous, on se rencontrait, on a fait des photos. On a décidé toujours, ça c'est quelque chose que j'aurais pu dire tantôt, on a toujours décidé du contexte de prise de photo. Alors le nouvel arrivant nous disait, moi, mon ange gardien ou la personne avec qui je veux faire la photo, c'est telle personne. Et ce qu'on aime faire ensemble, c'est prendre un repas, où ça allait marcher, et on discutait ensemble de ce qu'ils aimaient, puis du contexte de prise de photo. Et puis là, puis après la prise de photo, je fais un enregistrement audio des gens. Puis j'ai fait un montage qu'on entend dans la salle. Alors on entend les accents des gens, on entend des fois les hésitations à parler français. Alors. Et tant qu'à vous avoir ici, Marie-Claude, j'aimerais ça qu'on parle aussi des immigrants dans notre région, dans la MRC de l'érable. On va en parler un peu parce qu'ils sont plusieurs. Oui, les personnes immigrantes sont de plus en plus nombreuses parce que les entreprises, entre autres, ont besoin des personnes, donc vont en chercher. Puis il y a des personnes aussi, par elles-mêmes, décident de s'en venir au Québec parce que dans les pays d'Europe ou d'Afrique, les conditions de travail sont plus difficiles qu'ici. Puis ici, ben, on a besoin. Alors, de plus en plus, même d'ici la fin de l'année, là, on sait officiellement qu'il y a déjà une centaine de personnes qui vont arriver, là. Moi, je dirais un mot sur l'exposition parce qu'elle ne s'adresse pas juste aux nouveaux arrivants, elle s'adresse beaucoup aux Québécois de souche, comme on peut les appeler. Parce que souvent, on voit des nouveaux arrivants, puis on est un peu timide, mal à l'aise. Des fois, on ne sait pas trop si on peut faire quelque chose ou pas. Puis c'est des gestes très, très simples qu'on peut faire. Chacun, à l'épicerie, saluer quelqu'un, donner un petit conseil. L'autre fois à l'épicerie, il y a quelqu'un qui venait d'arriver du Brésil, puis il me posait des questions sur une sorte de beurre d'arachide. Je savais pas. C'est des choses, c'est tellement simple, mais entre voisins, de s'informer si le voisin va bien. Nous traitons maintenant le dernier sujet de l'émission Érable approfondi, la semaine de l'action communautaire autonome. Caroline Moreau, directrice de Corporation de développement communautaire de l'Érable, nous expliquera en quoi consiste cette semaine de conscientisation. Aujourd'hui, nous recevons une dame de la CDC de l'Érable, donc Caroline Moreau, la directrice générale. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Oui, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le CDC? La CDC de l'Érable, c'est un regroupement d'organismes communautaires, donc tous les organismes qui sont sur le territoire de la MRC de l'Érable, mais aussi quelques-uns d'Arthabasca qui desservent toute la MRC. Donc, nous, on est là pour promouvoir les organismes communautaires, le milieu communautaire, mais participer aussi au développement socio-économique du territoire, donc avec les autres acteurs, élus, municipalités, etc. Okay. Et on a aussi la Semaine nationale de l'action communautaire autonome. Oui. Donc, parlez-nous un peu de ça. Qu'est-ce que c'est cette semaine-là? La Semaine de l'action communautaire autonome, c'est chapeauté par le Regroupement québécois de l'action communautaire autonome. Donc ça, c'est 67 regroupements nationaux qui se mettent ensemble pour souligner finalement le travail des organismes communautaires. Donc on parle environ un peu plus de 4000 organismes communautaires d'action communautaire autonome. Ça représente plus ou moins 60 000 personnes salariées au Québec. Puis, c'est plus de 425 000 bénévoles dans l'ensemble de la province.
Donc, on souligne en même temps le travail des organismes sur chacun leur territoire, leur région aussi. Faut savoir qu'en même temps, la semaine n'a pas toujours été une semaine. Ça tourne autour de la Journée nationale de l'action communautaire autonome qui est autour du 23 octobre. Donc, c'est devenu une semaine nationale, donc avec une thématique dans les dernières années. Mais donc, c'est la 20e année qu'on souligne finalement cette journée-là, cette semaine. Puis, c'est issu finalement de la politique de reconnaissance de l'action communautaire autonome. Puis ça, ben, dans le fond, il faut être fier de ça au Québec. C'est une bébite là, unique au monde, la politique d'action communautaire. Ça date de 2001 et c'est collectivement le milieu communautaire et le gouvernement à l'époque qui ont travaillé ensemble à définir qu'est-ce que c'était l'action communautaire et l'action communautaire autonome, puis à reconnaître finalement l'apport inestimable que le milieu social avait dans le développement puis l'avancement de la communauté puis de la société du Québec. Donc, à partir de là, l'année suivante, on a célébré finalement chacune des années l'action communautaire autonome. Donc, dans les dernières années, c'est devenu une semaine nationale, donc on met plusieurs actions ensemble et il y a un thème qui vient avec ça. Donc, cette année, on a Visons juste pour une justice sociale et climatique. Donc, pour définir plus en profondeur ce sujet-là, qu'est-ce que c'est l'action communautaire autonome? Donc, l'action communautaire autonome, ça vient en deux parties. La politique de reconnaissance de l'action communautaire amène 8 critères pour reconnaître un organisme. Donc, dans les 8 critères, il y en a 4 qui sont de l'action communautaire. Donc, il faut être né à l'initiative des gens de la communauté, avoir la forme juridique d'un organisme sans but lucratif. Donc, ça exclut déjà en partant les coopératives dans ce modèle d'action-là. On a aussi, en fait, le cœur de l'action communautaire autonome, c'est vraiment la vision de transformation sociale. Donc, la vision de transformation sociale, mais qui est associée aussi à des valeurs de justice sociale, de justice climatique, d'équité, donc de s'assurer finalement qu'il y ait un filet social autour des gens de la population pour que personne ne tombe dans les mailles, dans le fond. Donc, c'est un résumé grossièrement, mais 8 critères. Donc, c'est vraiment aussi l'autonomie des groupes. On est des organismes autonomes, même s'il y a du financement de l'État qui est associé à cette reconnaissance-là. Il reste que les organismes sont libres de déterminer leur mission, les orientations, puis les pratiques dans lesquelles ils veulent accomplir leur mission. Donc, c'est vraiment l'ensemble, je te dirais, les critères les plus importants là, de l'action communautaire autonome, bien qu'ils le sont tous. Oui, donc c'est vraiment pour la population, là. C'est communautaire, là. C'est vraiment pour la communauté. Bien, en fait, ce sont des critères qui définissent les organismes, donc, mais les organismes sont toujours évidemment portés par des gens de la communauté, donc c'est eux qui les ont mis sur pied pour répondre aux besoins de base ou aux besoins de s'associer pour différentes situations. Ça peut être, par exemple, on a des ORAP ici qui répond à plusieurs besoins, notamment la banque alimentaire, mais on peut avoir aussi Équijustice des Bois-Francs qui est un organisme de médiation, de justice réparatrice. Donc, à ce moment-là, ben, c'est des gens qui se sont mis ensemble pour dire, ben, on souhaite se donner ce service-là dans notre communauté, puis on va le mettre sur pied ensemble. Donc, l'initiative des gens de la communauté, forcément, les organismes n'existent pas s'il n'y a pas de communauté autour. Okay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, c'est quoi la justice climatique? La justice climatique, c'est une expression qui vient, en fait, de la jonction de justice sociale et de changement climatique. Quand on parle de changement climatique, évidemment, bon, on pense au réchauffement de la planète, on pense à toutes les... Si on le prend dans un exemple dans une ville, par exemple, ou un centre-ville, bien, ça peut être des îlots de chaleur. On sait, par exemple, que les gens qui vont vivre dans les centres-villes, souvent, se retrouvent... Il y a des quartiers qui sont moins bien nantis, dans le fond, qui sont, souvent, ça va être les vieux quartiers, donc dans des immeubles qui sont peut-être moins bien, qui sont isolés, et donc qui vont peut-être être plus chauds, qui n'ont pas accès à l'air climatisé ou qui ont un coût supplémentaire aussi d'énergie. Donc, on sait que ces gens-là sont les plus vulnérables, souvent parce qu'ils vivent dans des logements peu dispendieux à cause de leur précarité financière, souvent. Donc, l'idée des changements climatiques, de la justice climatique, c'est de faire le lien entre qu'est-ce que peut apporter les changements climatiques dans une communauté, dans une société, puis de lutter à ce que les personnes les plus vulnérables, qui sont souvent les premières touchées par les changements, qui aient accès à des services ou à des situations qui leur permettent
de survivre ou de bien s'acclimater ou d'apporter des transformations sociales. Donc, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'acheter un air climatisé, c'est pas tout le monde. Puis en même temps, dans l'ensemble, ben, c'est de repenser nos villes. Donc, est-ce que c'est nécessaire que chaque personne ait une unité de climatisation, qui est quand même un gaz important dans les gaz à effet de serre? Ou sinon, ben, ce serait de repenser nos villes, comment on les construit, comment on les rebâtit s'il arrive quelque chose, de mettre des îlots de verdure, de mettre plus d'arbres, d'avoir... Donc, il y a plusieurs choses. C'est complexe, ça amène plusieurs réflexions à différents niveaux, mais la justice climatique, c'est vraiment donc de voir comment, avec les changements climatiques, on peut appliquer des changements au niveau social qui permettent d'avoir une justice pour tout le monde, puis une équité, puis que chacun puisse finalement continuer à vivre dans la dignité puis à subvenir à ses besoins adéquatement. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ça? En fait, pour la justice climatique, ça va dépendre aussi. Chacun des groupes communautaires travaille à sa façon, à son niveau. Donc, si je prends la CDC, par exemple, ben nous, on peut travailler avec les communautés. On parlait souvent de l'enjeu du logement, là, donc, qui est toujours d'actualité. Évidemment, la question du logement, c'est un enjeu transversal. Tout le monde est touché par le logement, mais chacun à différentes manières. Donc, au niveau de la justice climatique, ben justement, de dire ben, comment on peut repenser ou amener des solutions diverses au niveau du logement, puis d'avoir des logements qui sont éco-responsables, qui ont une empreinte écologique moins grande, qui sont plus près des services. Donc, de repenser aussi la mixité des services, donc d'avoir des services de proximité, dépanneurs, épiceries, tout ça pour réduire les délais de transport entre chacun, donc de réduire l'émission de gaz à effet de serre dans les transports aussi, favoriser le transport actif. Donc, nous, la CDC, on est vraiment plus à l'idée globale, donc de travailler avec les acteurs du milieu municipal, les entreprises privées, etc., pour réfléchir à ces développements-là. Puis chacun des organismes y va de façon différente selon sa mission aussi et son secteur d'activité. Donc, il y a de la sensibilisation, de l'éducation de façon au niveau de l'éco-citoyenneté, de l'éco-responsabilité. Donc, il y a différents acteurs, puis les groupes communautaires. Je reprends ORAPE qui fait énormément de transformation, de recyclage et tout ça. Ça, c'en est un exemple très concret qu'on a dans notre communauté qui est très probant au niveau de tout l'impact environnemental qu'on peut avoir, là. Mais on a aussi la Saint-Vincent-de-Paul avec tous les vêtements qui sont détournés de l'enfouissement et tout ça. Donc, chacun, même au niveau, au cœur même de leur mission, peuvent agir sur ces changements climatiques. Donc, c'est propre à chacun. Exactement. Sinon, qu'est-ce que c'est l'éducation populaire autonome? L'éducation populaire autonome, c'est en fait de partir du constat que chacun possède des connaissances qu'il peut partager aux gens. Donc, on parle ici d'avoir des espaces où on peut valoriser l'intelligence collective. Donc, c'est pas parce que ça fait... On va pas nécessairement jurer que par des diplômes. On dit pas que c'est pas important, mais c'est vraiment de valoriser la connaissance, l'expertise, la connaissance de chacun. Puis dans un groupe de discussion, par exemple, que ça peut faire, ben c'est que, tu sais, moi, je sais pas tricoter ou je sais pas tisser. Ben j'ai des amis qui sont membres des fermières qui peuvent me montrer à tisser. L'éducation populaire autonome, c'est d'apprendre à l'autre par l'expérience qu'on a, par la connaissance qu'on a. Et c'est de valoriser cette intelligence collective-là. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment de faciliter l'apprentissage de différents sujets. Donc, si moi, j'ai une connaissance, par exemple, au niveau de la mondialisation ou de l'action communautaire autonome, ben c'est de partager ces connaissances-là puis de le rendre dans un langage accessible, facile de compréhension pour tout le monde aussi. C'est un peu comme aller à l'école, par exemple. Bien, c'est un peu aller à l'école, mais c'est en fait de le faire, mais on n'a pas de crédit, on n'a pas de diplôme, on n'a pas, c'est pas dans la vision académique de la chose, mais c'est un peu dans cet apprentissage-là, de toute façon. OK. Vous avez un volet aussi de participation citoyenne et démocratie. Oui. Donc, quels sont les projets les plus importants en lien avec ça? Il y en a plusieurs, en fait, parce que c'est amené de différentes manières. La CDC, on travaille à différents niveaux, que ce soit au local, au régional ou au national. Donc, c'est sûr que chacun des projets va avoir une portée différente. Notamment, on a collaboré à la participation, à la réflexion, l'idéation du projet de participation citoyenne aussi dans les municipalités au niveau régional. Donc, à ce projet-là, pour
trouver les éléments qui vont favoriser la participation citoyenne, puis amener des outils aux municipalités puis aux organisations pour dire, ben voici qui sont des éléments importants ou qui favorisent la participation. Puis, bien évidemment, la démocratie, ça va avec tous les éléments d'éducation populaire autonome qu'on peut faire. Je parlais de conseil d'administration, mais aussi justement de comprendre le milieu communautaire, de comprendre aussi, des fois on participe à des activités, des conférences. On avait fait une en collaboration avec la CDC des Bois-Francs sur la réforme du mode de scrutin. Donc, pour amener les gens à comprendre qu'est-ce qui était l'enjeu de la réforme du mode de scrutin, puis être en mesure de se faire une réflexion personnelle, puis ensuite de décider vers quoi il veut tendre au niveau démocratie. Donc, ça peut être des éléments comme ça, mais c'est vraiment en fonction aussi de l'actualité, des choses qui se passent. Quand il y a des élections, il y a une participation qui peut se faire, notamment soit à des questions de débat ou, on n'a pas organisé des débats jusqu'à maintenant, mais c'est arrivé dans le passé, mais récemment, ça n'a pas été un élément qu'on a fait, mais on a envoyé des questions à certains débats ou à faire l'animation de débats. Donc, pour une coalition, ça peut être des choses qui peuvent se faire aussi. Souvent, c'est ça, en fonction de l'actualité, mais le travail qu'on fait est beaucoup plus en collaboration. Donc, c'est comme une démocratie constante, je dirais, parce qu'on se nourrit de ce qui se passe sur le territoire, de la réalité des gens, par l'entremise de nos organismes membres. Puis, on essaie d'amener des changements puis d'influencer finalement les réflexions des décideurs sur le territoire. Et on voit que chaque volet que j'ai apporté sont tous reliés. Oui. Pas. Est-ce qu'il y en a des volets qu'on n'a pas nommés qui seraient pertinents de parler aujourd'hui? Peut-être un qui est un champ d'action aussi de la CDC, qui est la recherche, qui en fait, on a fait une recherche là, qui avait été faite avec le CRSA, qui est un groupe de recherche en sciences humaines appliquées, finalement, sur le territoire, qui était les éléments de vitalité, qu'est-ce que les gens cherchaient sur le territoire et tout ça. Ça a été fait en collaboration avec les municipalités aussi. Donc ça, c'est une étude qui est sortie en 2015, mais qui finalement, on regarde à chaque année puis qui est encore d'actualité parce qu'on a encore besoin de lieux de rassemblement, d'espaces de discussion, de services de proximité et tout ça. Puis, en même temps, c'est un champ qu'on souhaite investir aussi davantage. On le fait des fois en participant à des mémoires sur des projets de loi et tout ça. Il y a peut-être des éléments encore là d'actualité qui vont arriver, mais notamment en participant, évidemment, c'est en lien avec le milieu communautaire, mais il y a aussi toute une campagne qui vient avec le fait que les organismes communautaires ne sont pas des lobbying, dans le sens où notre influence qu'on souhaite avoir sur les élus, c'est dans le bien-être de la collectivité. Il n'y a aucune organisation ou aucune personne qui en tire un bénéfice personnel ou qui en tire un bénéfice pécunier non plus. Donc, à cette différence-là, on n'est pas des lobbyistes. On influence, on souhaite faire comprendre ou amener un élément de justice sociale et justice climatique dans la réflexion. Et si les gens qui nous écoutent aujourd'hui, s'il y en a qui veulent s'impliquer dans la MRC de l'érable pour aider la communauté, en quoi est-ce que ça consiste, le soutien de démarrage d'organismes communautaires? En fait, c'est un peu comme l'action communautaire autonome dont on parlait au départ. Il faut être né de l'initiative des gens de la communauté. Donc, s'il y a des gens qui souhaitent mettre en place des organismes sans but lucratif, des organismes communautaires pour répondre à des besoins dans la communauté, c'est sûr qu'on est une porte d'entrée, ils peuvent nous contacter, puis à ce moment-là, on va regarder avec eux, qu'est-ce qui existe déjà, si ça existe ou pas, de les orienter aux bons endroits aussi. Est-ce qu'on a un volet marchand ou on n'a pas de volet marchand? Ça aussi, ça fait partie de la réflexion parce que, évidemment, il faut du financement pour ces organisations-là. Mais donc, nous, on fait l'accompagnement pour la réflexion aussi de ça. Et puis là, ça dépend des promoteurs. Des gens qui sont peut-être plus habitués de juste remplir le document de création d'un organisme, on peut juste le relire. Puis ça peut être un accompagnement vraiment sur la réflexion, la mission, c'est quoi la vision de l'organisation ou des gens qui sont là. Puis d'amener des réflexions sur la gouvernance aussi, tout le mode de fonctionnement à l'interne. Donc, ça fait partie du démarrage. Puis, on travaille en collaboration aussi avec les acteurs du territoire, là, s'il y a un volet marchand ou autre. Puis, évidemment, ça peut être avec la MRC directement qui a le volet de développement économique également.
Donc, vous offrez aussi un programme de soutien à la recherche de financement. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est encore là pour les organisations, que ce soit des nouveaux promoteurs ou des organismes qui existent déjà. C'est sûr qu'on s'abonne au fil de presse des différents ministères pour voir quand il y a une annonce de programme et tout ça. Ça peut être au niveau de la philanthropie également, donc on peut transmettre des informations. Des fois, il y a des programmes qui sont lancés, qui sont ciblés directement, donc on va les orienter vers les groupes qu'on sait qui travaillent dans ce secteur-là. Mais sinon, ça peut être aussi d'amener des organismes à réfléchir à des activités d'autofinancement, puis dire comment on peut la bonifier, comment on peut la rendre plus en adéquation des fois avec la mission, ou juste de redéfinir quand ça fait 20 ans qu'on fait la même activité, c'est de réfléchir à son impact social, à son impact économique dans le groupe aussi. Donc, ça peut être à différents niveaux. Comme je vous dis, oui, on a cet axe-là, puis c'est comme dans bien d'autres champs d'activités qu'on a, la CDC, mais ça faut toujours la moduler en fonction de qui est notre interlocuteur, donc que ce soit un organisme qui est en réflexion, en restructuration ou à la naissance, ça va pas être le même niveau d'accompagnement ou le même service, même si c'est dans la même branche, donc la recherche de services, par exemple. Donc, ça peut changer. Effectivement. Okay. Et vous avez aussi un service de regroupement d'achat. Oui, c'était plus actif, je dirais, précédemment. C'est sûr que quand la CDC est née dans les années 80, en 84, en fait, c'était avec la CDC des Bois-Francs. Puis en 89, les groupes ont décidé de fonder leur propre CDC dans l'érable. Puis là, il y avait un besoin justement de regroupement pour l'achat de fournitures, que ce soit de la papeterie ou autre. Puis ça a été aussi le même cas au niveau de l'édifice communautaire qu'on avait, qui était d'offrir des locaux à faible coût pour les organismes. Parce que dans ce temps-là, évidemment, le financement était encore beaucoup moins intéressant qu'actuellement, beaucoup moins aidant. Donc, ça a été la mise en commun de ressources. Je dirais qu'au fil du temps, un peu comme les locaux, c'est plus un besoin qui est très présent, mais ça peut arriver dans certaines situations. Là, on parle, par exemple, de logiciels informatiques qui seraient beaucoup plus dispendieux, comme une grosse base de données ou des trucs comme ça qu'on a regardé, qu'on a offert au groupe. Finalement, ça ne s'est pas avéré positif dans notre territoire, mais on est toujours à l'affût de ça, si on peut réussir à mutualiser des services pour l'ensemble des groupes. Mais je dirais que c'est moins actif actuellement que ça l'était dans les années 80, 90. OK. Et est-ce que vous avez une raison? Pourquoi est-ce que ça a changé? Bien, les besoins des groupes ont changé. Évidemment, il y a, avant, les photocopieurs, par exemple, parce que c'était un des services qui était très important à l'époque. Les photocopieurs étaient très, très dispendieux, donc on le mettait en commun pour l'ensemble des groupes. Aujourd'hui, c'est plus le cas, ils sont beaucoup plus accessibles. Donc, on n'a plus de service. Bien, on offre encore un service de photocopie, mais il est très peu utilisé, dans le fond, pour les organismes, parce qu'il y a des entreprises privées aussi, puis la démocratisation, ne serait-ce que de l'impression, a fait en sorte que ça s'est aussi... ça a diminué les coûts pour les groupes. Donc, c'est pas un service, finalement, qui est devenu... qui est encore très intéressant parce que ça s'est démocratisé puis les groupes en ont moins besoin. Mais c'est pas exclu, c'est pas qu'on n'en fait plus, mais ça s'est transformé au fil du temps. OK. Et on a vu aussi que vous offrez des ateliers de réflexion. J'avoue que ça m'a un peu intriguée. Bien, encore là, ça vient un peu avec l'actualité, puis des besoins. Là, c'est sûr qu'on s'enligne dans notre année de planification stratégique. Donc, on va avoir 3 ateliers de réflexion avec nos membres sur qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme territoire, comme CDC dans 5 ou 8 ans. Donc, pour voir vers où on veut aller. C'est sûr que ça, c'est à l'interne, mais on participe à des réflexions. Donc, si je reviens à l'étude qu'on a fait sur la vitalité des communautés, bien, on a fait l'animation avec le CRSA des groupes, des focus group de discussion, de réflexion sur qu'est-ce que vous souhaitez comme citoyen pour votre municipalité, quels sont les besoins que vous avez, qu'est-ce que vous avez envie de voir pour votre municipalité dans 20 ans, dans 30 ans, puis d'amener ces réflexions-là, puis de travailler avec eux ensuite, puis en fait, c'est aussi de donner l'information aux communautés. Donc, à partir de là, bien, on est un peu des facilitateurs, puis d'amener des réflexions plus sociales. Fait que des fois, on va participer avec des groupes
qui vont faire des activités, que ce soit au niveau d'une conférence sur la citoyenneté mondiale, par exemple. On peut accompagner notre groupe ou un organisme communautaire qui va offrir ce service-là, puis de le faire en partenariat avec eux. Ça peut être aussi le mode de scrutin qu'on a fait. Donc, c'est pas nécessairement un atelier, mais il y avait une période de discussion qui était incluse aussi après la conférence, la présentation des éléments sur la réforme du mode de scrutin. Fait que on est vraiment un facilitateur pour amener les gens à réfléchir puis à travailler collectivement, finalement, au développement de la communauté. OK. Dans une autre optique, dans la MRC de l'érable, c'est quoi la situation de la pauvreté, là? Bien, en fait, la pauvreté a différents visages. Ça dépend aussi de la portion où on est rendu dans la vie. On a quand même une population assez vieillissante, donc on a des situations qui peuvent être importantes au niveau de la pauvreté chez les aînés. C'est quelque chose, entre autres, chez les femmes aînées, qui ont souvent moins contribué, donc qui ont moins de revenus de vieillesse là, au niveau du fédéral et au niveau du provincial. Donc, des fois, c'est un peu moins élevé. Ça joue sur toute la question de comment on répond à nos besoins de base, au niveau alimentaire, au niveau du logement et tout ça. Évidemment, le logement, c'est une chose. L'alimentaire, avec toute l'inflation et les hausses de coûts qu'on a vécues depuis la dernière année, notamment, mais la pandémie de façon générale, ça touche de plus en plus les familles même qui ont des ménages qui ont des gens en emploi. Donc, des familles qui vont travailler, les 2 parents, par exemple, à temps plein, qui vont être au salaire minimum, déjà suffisaient à peine ou difficilement. Il ne fallait pas qu'il arrive de problématiques avec la voiture ou un électroménager qui brise. Là, c'est encore pire. Puis, il y a de plus en plus de familles en emploi ou de personnes en emploi qui vont s'inscrire aux banques alimentaires. Ça, c'est pas seulement dans l'érable, c'est partout au Québec. C'est un phénomène qu'on voyait déjà, mais qui s'installe. Puis ça va sûrement aller malheureusement, en augmentant. On a, oui, la pauvreté, mais l'appauvrissement. Donc, toute la question du surendettement qui peut être amenée comme une situation qui devient une situation de pauvreté dans les faits. Il y a plusieurs éléments là, qui touchent à ça. Évidemment, la question des gens qui sont à l'aide sociale ou au chômage, malgré le plein emploi. Et oui, il y a des gens qui peuvent pas travailler à temps plein ou qui peuvent pas ou qui ont de la difficulté à se trouver un emploi. Par exemple, il y a quand même des personnes handicapées qui vivent une situation difficile au niveau de l'employabilité. Pas nécessairement parce qu'elles ne sont pas compétentes, mais parce que soit le poste n'est pas physiquement adapté, parce que l'entreprise fait de la discrimination, peu importe, ça peut arriver partout. Donc, tu sais, l'érable n'est pas différent du reste, donc c'est des phénomènes qui touchent quand même notre territoire. Et quel genre de projet est-ce que vous avez mis en place pour lutter contre cette pauvreté-là? Là, on parlait de logement tout à l'heure, mais c'est d'avoir une préoccupation aussi quand nous, on développe des dossiers ou des projets, par exemple, à la CDC, mais c'est vraiment d'avoir cette sensibilité-là, de dire comment les personnes qui vivent avec des moyens, puis là, on parle de vulnérables, mais parce que ça peut être à différents niveaux. La lutte à la pauvreté, elle est souvent considérée financière, mais il y a aussi lié à ça souvent une exclusion sociale. Donc, comment on peut favoriser la participation citoyenne, la participation des gens qui ont moins de voix normalement dans une société. Bien, normalement, ça devrait pas être normal, mais qu'on entend moins dans la société. Donc, de favoriser leur participation, même à des rencontres. Donc, on a aussi l'idée de travailler avec les gens. C'est un long processus, d'avoir des gens qui sont ce qu'on appelle un peu des experts de vécu, donc qui vivent des situations d'exclusion, pour les amener à participer dans des rencontres, puis à ce que ce soit pas des gens qui réfléchissent entre eux à qu'est-ce qui serait les priorités ou c'est quoi vivre avec la pauvreté si on est plus ou moins loin de ce sujet-là. Donc, de les faire participer puis de les inclure vraiment. Mais ça implique aussi de l'éducation populaire autonome avec la personne pour l'intégrer, pour lui faire comprendre c'est quoi les dossiers, où est-ce que c'est rendu, de revenir avec elle lors des rencontres et après les rencontres pour s'assurer qu'il y a une bonne compréhension de tout cet écosystème-là. Puis en même temps, de s'assurer qu'elle est à l'aise puis qu'elle se sent partie prenante vraiment de la démarche ou de la réflexion. Fait que c'est ça,
nous, on essaie d'amener ça, puis de favoriser cette participation-là, de donner des outils aux organismes aussi pour qu'ils puissent le faire à l'intérieur de leur organisation. Ça va de faciliter la participation dans un conseil d'administration aussi, parce que souvent, on peut se sentir exclu de la prise de décision ou du développement de notre territoire. Donc, faire partie d'un conseil d'administration d'un organisme, ça fait aussi partie de cette prise de pouvoir-là dans notre communauté ou de se sentir impliqué. Donc, ça peut faire partie de lutter contre l'exclusion sociale également. Okay. Et pour terminer, est-ce que vous avez un message à partager justement pour la Semaine nationale de l'action autonome? Bien, en fait, ce que je dirais, c'est vraiment on vient de traverser une crise sociale au niveau de la pandémie. Évidemment, ben, l'action communautaire autonome, c'est toujours très ancré dans une justice sociale et climatique. La justice sociale, ben, on souhaite évidemment, avec la période électorale qui s'en vient et tout, il y a comme une belle conjoncture pour évidemment sensibiliser les gens à ce que les partis politiques s'engagent à réinvestir aussi puis dans les services publics. Notamment pour s'assurer qu'il y ait une couverture publique pour l'ensemble des gens, puis que ce soit aussi de réduire les barrières le plus possible. Donc, ça implique plein de choses, mais dans la Semaine nationale de l'action communautaire autonome, c'est lié avec notre campagne nationale « Engagez-vous pour le communautaire » qui, elle, a des revendications, oui, pour le milieu communautaire, mais évidemment pour conserver le filet social au Québec. Bien, merci beaucoup pour cette entrevue. C'était vraiment intéressant. On a pu découvrir un peu plus la CDC de l'érable. Donc, merci. Merci. Nous arrivons à la fin de l'émission Érable approfondie. Nous avons présenté un bulletin de nouvelles régionales, l'exploitation agricole et commerciale de la citrouille, l'exposition de photographies d'un geste à l'amitié, reflet d'une communauté inclusive, et la semaine de l'action communautaire autonome. Pour rester informés, nous vous invitons à visualiser nos 2 prochaines éditions de l'Érable en bref de la semaine prochaine, mardi et mercredi. Pour l'instant, passez une excellente journée.